Tout le monde, du coup, on est super content et contente de vous retrouver pour la première Académie Notre Affaire à tous de 2025 quand même, donc la première qui marque aussi l'entrée dans l'année des 10 ans de Notre Affaire à tous, donc plein de symboles. Et c'est la dernière session qu'on organise dans le cadre de notre cycle qu'on a fait sur la thématique des injustices environnementales. Donc on a fait une première session en octobre sur l'histoire du mouvement de la justice environnementale. On a eu une seconde donc avec Aurélien Boyade qui était venu nous parler. On a eu une seconde session en décembre de Maudidio qui est venu nous parler du cas des boues rouges et donc qui a illustré ces thématiques de justice environnementale transnationale à partir du cas des ouvriers notamment. Et aujourd'hui, on est super content de recevoir Marie Tchanbo-Morel qui va venir nous parler des racismes environnementaux en France, une perspective autochtone sur les inégalités environnementales. Donc c'est notre dernière session sur le sujet. Donc la session partira de l'historique du concept, né aux États-Unis et ancré ailleurs dans le monde, mais visera aussi à rendre compte des mobilisations environnementales spécifiquement à La Réunion, où Marie travaille. Et donc Marie est réunionnaise, sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de La Réunion, mais aussi militante de l'éducation populaire auprès de plusieurs associations environnementales et solidaires. Et elle est cofondatrice et co-animatrice du réseau Environmental Justice, Justice environnementale, donc le réseau EJ, dont Maudit fait aussi partie, tout comme Valérie Deldreff, du coup, qui est connectée et qui est administratrice de l'association. Donc voilà, on est super content de pouvoir te recevoir. Et donc, comme d'habitude, on va du coup voilà, avoir à peu près 30-35 minutes où Marie va nous partager différents éléments et points de vue. Et ensuite, on aura le temps pour échanger. N'hésitez pas à voilà, prendre la parole, notamment si ça vous fait aussi penser à certaines choses dont on a pu parler lors des précédentes sessions, ou si c'est juste des choses qui résonnent en vous d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, Marie, je te laisse la parole. Ok. Est-ce que vous m'entendez tous et toutes? Ok. Dans la salle, en tout cas, on m'entend. Très, très bien. Il y a des pouces levés, super. Ok. Alors, merci de m'accueillir dans ce froid glacial hivernal qui tétanise un peu parce que je me prends quand même un choc de 36 degrés. C'est compliqué. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir tout ce que Emma a présenté, parce que ça va être compliqué en 30 minutes de faire tout ça. Alors, je vais commencer par me positionner. Cet exercice de positionnalité, il est important dans le champ dans lequel j'évolue, dans lequel nous évoluons, Valérie, Maudit, donc tu les as cités, Emma. Donc, je suis sociologue. Sociologue, pas juriste, pas anthropologue, pas politiste. Donc je développe une sociologie de terrain à l'Université de La Réunion où je suis maîtresse de conférences. Et je suis aussi et surtout d'abord une créole réunionnaise, une métisse et une autochtone. Alors je le mets entre guillemets parce qu'à La Réunion se développe un mythe, notamment de la terra nullius, hein, c'est-à-dire que la terre était vierge. C'est un mythe, hein, parce qu'en réalité, il s'appuie sur des faits qui sont en train d'être démontés aujourd'hui par l'archéologie et par l'histoire de l'environnement. Et ce mythe, finalement, il n'autorise pas à déployer la catégorie politique autochtone qui permet par ailleurs dans le monde de revendiquer, j'utilise le terme à dessein, de revendiquer une légitimité, une primauté de l'habité, de l'existence qui permet d'asseoir des luttes. Donc, je suis dans ce contexte-là une sociologue qui étudie les écologies marrons, donc les écologies marrons avec un seul R en référence au grand marronnage. Et ces écologies, ce sont des écologies qui se déploient dans les classes dites populaires et moyennes et qui finalement cherchent à résister à des formes d'écologisme dominant. Je ne parle pas d'écologisme classique, puisque ces écologismes-là, comme le dit Razmik Cheyan, ce sont
n'ont pas, leur couleur, c'est pas le vert, mais c'est le blanc. Et on le voit bien quand on est depuis La Réunion et qu'on étudie les politiques publiques de protection de l'environnement et de gestion du territoire. Donc, je suis venue là pour vous parler des racismes environnementaux. Je pluralise, parce qu'autant en sciences sociales, on a besoin de concepts, de boîtes à idées, mais en singularisant, en parlant de racisme environnemental, finalement, on efface la complexité, la pluralité de ce phénomène. Or, c'est vraiment très important de remettre cette complexité-là au centre d'une réflexion, d'une appréhension de ces phénomènes. Alors, comment est-ce que je vais en parler? C'est compliqué parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas à qui je m'adresse. Et du coup, je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Alors, j'ai invité à regarder un peu les vidéos de la formation. Et ce que je vais vous proposer, c'est de partir d'une définition liminaire, voilà, juste pour poser un peu le cadre, et puis finalement de très rapidement sortir de cette définition pour montrer en quoi elle ne permet pas de comprendre finalement ce qu'on cherche à étudier. Donc ça permet de dire voilà, là il y a racisme environnemental ou là il n'y en a pas, mais finalement ça ne permet pas de comprendre, d'expliquer. Comprendre et expliquer et comprendre, ce sont quand même les deux activités principales de la sociologie. Telle qu'elle a été fondée en Europe notamment. Donc cette première définition, c'est celle d'une philosophe américaine, Ariella Tubert. Je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que je le prononce bien et que je n'écorche pas son nom. Et cette définition, moi je la trouve intéressante parce que elle dit pas grand-chose, mais ça suffit. Elle nous dit quand est-ce qu'il y a un racisme environnemental, et elle pose deux conditions. La première condition, c'est qu'il y a des charges et des bénéfices environnementaux qui sont répartis en fonction de la race. Et deuxième condition, que cette répartition est en partie causée par une histoire de racisme. Donc ça paraît couillon, comme ça, hein, l'air de rien. Mais en fait, elle fait du racisme environnemental un fait social conditionné par une considération qui intègre à la fois les bénéfices et les préjudices environnementaux. C'est important parce qu'en général, on parle souvent des préjudices, hein, mais il y a aussi des bénéfices. Et l'autre condition, c'est que la causalité raciale, elle est déterminante, et quelles que soient les manières de circonscrire la race et ses effets dans une société donnée et dans une historicité donnée. C'est-à-dire que finalement, la race, c'est quelque chose aux États-Unis, on voit bien ce que c'est, il y a une ligne de couleur, etc. Il y a une histoire, il y a l'histoire des revendications, mais là, quand on l'exporte et quand on importe, notamment en France, ça pose quand même des problèmes, hein, parce que qu'est-ce qu'on va étudier, qu'est-ce qu'on met derrière, etc. Donc pour la sociologue que je suis, il y en a quand même pas mal, il y en a quand même pas mal dans le réseau EDGE, il s'agit d'opérationnaliser ce gros truc-là qu'on appelle la race sur le terrain. Donc voilà, on part de cette première définition et puis on va voir comment est-ce que rapidement je vais faire un pas de côté. Avant de faire ce pas de côté, j'aimerais rappeler que, ok, cette définition, elle n'explique pas grand-chose, mais on a quand même des théoriciens et des théoriciennes en France qui ont étudié le racisme environnemental en France. Donc voilà, il y a des experts en France qui ont travaillé sur les racismes environnementaux en France. Donc, alors bien sûr, voilà, le premier travail que je citais, c'est celui de Frantz Fanon. Alors bien sûr, il n'a pas parlé du racisme environnemental explicitement, mais c'est quand même son analyse du colonialisme, des inégalités systémiques. C'est quand même un cadre puissant pour comprendre comment le racisme environnemental émerge dans des contextes postcoloniaux qu'il a participé à dénoncer. Et donc ces idées sur l'exploitation de la terre, avec un grand T, hein, la ségrégation spatiale, les impacts de l'oppression sur les conditions de vie des colonisés. Donc tout ça, ça permet d'établir des parallèles avec les problématiques contemporaines que l'on cherche à comprendre. Et puis évidemment, son ouvrage « Les damnés de la terre », eh bien, à lui seul, ça suggère une condition universelle d'oppression. Les damnés, ce n'est pas seulement les colonisés, c'est toutes les populations qui sont dépossédées, exploitées, marginalisées, attachées à la terre, en tant qu'un élément fondamental de leur survie, de leur existence. Et puis du coup, il parle de la dimension spirituelle, religieuse, et il évoque l'idée qu'il y a une souffrance collective sur la Terre et que c'est la lutte
qui va permettre de sortir de cette souffrance. Alors, ce travail, ce gros travail, c'est un soubassement, hein, en tout cas pour moi, mais il y a aussi d'autres travaux plus récents, à partir des années 2000, et notamment un travail qui, pour moi, est important, parce que c'est un travail qui a permis de mesurer, c'est celui de Lucie Lorient. C'est une démographe, une géographe qui a été... Bon, l'une des premières, jusqu'à preuve du contraire, hein, à chercher à faire de la statistique là-dessus pour étudier les inégalités environnementales. Et c'est l'une des premières, non. Première chose qu'elle a faite quand elle est intervenue dans le réseau Edge, c'était pour parler des coulisses et surtout pour dire « Ouh là là, j'ai été super mal reçue la première fois que j'ai publié mon travail et elle a explicité les raisons. » Et notamment, dès qu'on parle de racisme en France, on casse un peu un mythe de l'assimilation républicaine, et elle a montré que ça avait bien marché à son encontre. Et quand elle est venue présenter son travail, elle a finalement posé toutes les difficultés qu'il y a à essayer de mesurer les racismes environnementaux. Déjà, quels indicateurs de risque on va choisir? On va prendre l'air, la qualité de l'air, la qualité de la pollution de l'eau, on va prendre quel site. Donc, il y a plein de questions opérationnelles très très compliquées à résoudre lorsqu'il s'agit de les mesurer. Alors on va voir que dans les approches, en tout cas moi que je développe, et la façon que j'ai d'envisager le racisme environnemental, les racismes environnementaux, finalement ces difficultés-là, elles peuvent être relevées. Alors, deux autres travaux, bon, vous en avez déjà parlé, c'était ceux de William Hacker et de Malcolm Ferdinand. J'aime bien quand même les reciter parce que ce sont quand même des travaux depuis les communautés racisées qui dénoncent. Ça, c'est important parce que ça offre une nouvelle perspective. On verra qu'il y a une certaine blanchité des savoirs environnementaux qui sont produits dans les institutions de recherche, et qu'une des façons de lever, de contrer cette blanchité, c'est de produire des savoirs depuis les communautés. Et c'est important, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus légitimes, ces visions et ces perspectives. Ça veut dire que pour qu'il y ait des débats, des frictions scientifiques, il faut qu'il y ait une pluralité de points de vue. Alors, deux autres travaux que j'aime bien citer aussi parce qu'ils les expliquent, ils permettent de comprendre comment se déploient les racismes environnementaux. Le premier travail, je pense que vous le connaissez aussi, c'est celui de Fatima Wassak, hein, avec son écologie pirate, et comment est-ce qu'elle montre comment les populations des quartiers dits populaires sont cafardisées. Ça, c'est un travail qui, à mon sens, est quand même pionnier parce qu'il permet de dire attention, les territoires post-coloniaux, c'est pas juste les anciennes colonies françaises, c'est aussi les territoires où on a parqué les populations venues de ces anciennes colonies. Et les quartiers dits populaires, eh bien, ils en sont un bon exemple. Puis un autre travail que j'aime beaucoup, c'est celui de Florence Yadaden. C'est une maîtresse de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne. Et elle a une approche très intéressante, c'est que elle va montrer comment se fabrique l'entre-soi racialisé qui participe de la mise en œuvre des politiques publiques environnementales dans les Outre-mer. Donc elle a été étudier un dispositif d'emploi de la jeunesse, les VSC, les services civiques, et elle montre finalement comment ça participe de l'exclusion des populations ultramarines qui ne peuvent pas accéder à ces dispositifs d'emploi, et finalement comment c'est une manière aussi pour l'État de poursuivre des politiques environnementales et de fabriquer un entre-soi racialisé. Et son travail est très fin, et je vous invite à aller le regarder, vraiment c'est très intéressant. Donc voilà, il existe des travaux en France, alors c'est pas non plus, il n'y a pas non plus pléthore de travaux, mais il y en a sur les cas français, et qui ne sont pas juste ceux depuis les communautés des Outre-mer. Alors du coup, ça m'amène à poser la question, comment est-ce qu'on fait pour produire des données sur les racismes environnementaux en France, puisque finalement l'histoire de la justice environnementale telle qu'on la raconte avec le quart d'heure américain, les mobilisations, le comté de Warren, Love Canal, etc., eh bien, ce qui nous montre, c'est que le champ de la justice environnementale est devenu un cadre militant et scientifique parce qu'on a réussi à faire la preuve des racismes environnementaux. Ok. Et qu'est-ce que ça pose comme question lorsqu'on cherche à faire la même chose en France? Moi, j'en vois au moins trois. J'en ai déjà parlé d'une, c'est de quelle race on va parler. Comment est-ce qu'on mesure des inégalités raciales? Déjà, en France, le vocabulaire, il n'aide pas. Est-ce qu'on parle de racial, d'ethno-racial, d'ethnique? On sait bien que le phénotype
Ça aide pas, c'est pas suffisant pour traduire, même si c'est quand même important d'en parler, de le rendre visible. Il y a aussi la langue, la question de la langue. Moi, je parle depuis La Réunion où 85% de la population est créolophone, qui on continue d'apprendre le français alors qu'il n'est pas maîtrisé à l'oral. Il y a 23% d'illettrisme, 30% d'électronisme à La Réunion. Donc, là, la question de la langue, on voit tout de suite que ça dresse des lignes. Puis la question des religions, la question du lieu de naissance, de la nationalité. Et puis qu'est-ce qu'on fait du sentiment d'appartenance? C'est le sentiment de subir le poids de la race au quotidien, dans sa recherche d'emploi, de logement, dans l'accès à la santé, à l'exposition aux pollutions, aux risques, etc. Donc de quelle race on parle et comment est-ce qu'on la formalise? En sachant que depuis des années, quand on a cherché à mesurer ce poids de la race dans les trajectoires des individus, à chaque fois on avait un réflexe républicain, oui, il ne faut pas réifier, il ne faut pas catégoriser, il ne faut pas construire des variables qui ancrent les gens, etc. On a toute une difficulté méthodologique pour appliquer ça. La deuxième question, quand on produit des données sur les racismes environnementaux, c'est à mon sens de quelle inégalité, de quelle mobilisation on va parler. Parce qu'effectivement, on veut construire des faits incontestables depuis la science pour pouvoir les porter. Et il y a certains endroits où la race, elle va être dissible, pour reprendre la terminologie de Solène Brun et de Brun et Kosker dans Sociologie de la race. C'est-à-dire qu'on peut dire la race, mais il y a des contextes où on peut dire la race, certes, mais on ne peut pas dire les racismes. Voilà, à La Réunion, c'est tout à fait le cas. La première question qu'on vous pose, c'est la question de votre race. Donc, quelle qualité il est, quelle race il est, mais en même temps, surtout pas, non, c'est le vivre ensemble, c'est le métissage, etc. On ne dit pas les racismes, c'est pas parce qu'on dit la race qu'on dit les racismes, d'accord? Donc, mais en même temps, et ça pèse dans les mobilisations, du coup. Et du coup, de quelles inégalités, de quelle mobilisation on va parler dans la question de la preuve à faire, etc. Donc, moi qui étudie les écologies marrons et justement les mobilisations qui sont silencieuses ou qui sont silencieuses, ça pose des questions. Quels sont les collectifs? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des collectifs? Est-ce que c'est des mobilisations ou pas? Voilà. Donc, et la troisième question, c'est de quel environnement on parle? Et là, je pense que il y a vraiment, dans le champ de la justice environnementale, justement, moi j'aime beaucoup parler de ce mouvement-là parce qu'il pose une définition de l'environnement qui n'est pas canonique au sens où on l'entend. Alors moi, je travaille beaucoup en interdisciplinarité, dans des formations où il y a des écologues, des botanistes, etc., ou des gens en santé. Et l'environnement, la nature, on voit bien le découpage issu de la tradition des Lumières, nature, culture, machin. Mais le mouvement de la justice environnementale, il dit l'environnement, c'est là où on vit, là où on joue, là où on travaille, là où on mange, ce qu'on mange et comment on le mange, et là où on prie. Et on voit bien que cette définition, c'est pas une liste à la Prévert, en fait. C'est au fur et à mesure qu'on agrège les luttes, eh bien, on va alimenter cette définition. Et vous voyez qu'on ne parle pas de nature, là. Donc on sort, cette définition-là, elle permet de sortir d'une dichotomie, d'une vision dichotomique de la nature qui a forgé finalement les écologismes dominants aujourd'hui. Le fameux blanc dont parle Razmik Kochel. Donc voilà, alors je ne sais pas où j'en suis du temps. C'est bon? Ok. Donc maintenant, j'aimerais faire mon fameux pas de côté, là, tout à l'heure, dont je vous ai parlé, sur cette définition liminaire que j'ai développée, mais finalement, faire à dire, là, on peut parler de racisme environnemental, on peut construire à peu près l'objet. Et là, j'aimerais parler d'une autrice que j'aime beaucoup, que Valérie m'a fait découvrir il y a quelques années, et j'ai beaucoup lu ses travaux. C'est Laura Pulido. Laura Pulido, c'est une géographe, c'est une géographe américaine. Alors, ses papiers sont intégralement disponibles quand on va sur son site, donc c'est pour ça aussi que je la cite, parce que c'est vraiment quelqu'un qui met à disposition ses travaux, bien qu'elle ait publié dans des grandes revues qui ne le font pas. Et elle est aujourd'hui, elle est plus orientée dans les études critiques. Je cherche la traduction. Les études critiques ethniques. Voilà, vous allez voir bientôt comment est-ce qu'elle. Elle a une série de 3 articles qui sont super intéressants dans la revue Progress in Human Geography. Et le premier, donc j'aimerais parler de ces 3 articles parce qu'elle balise
les enjeux que l'on peut embrasser lorsqu'on cherche à comprendre les racismes environnementaux. Parce que le premier article en 2015, la première chose qu'elle dit, et elle le dit, alors vraiment, elle a beaucoup de courage de le dire parce que je ne sais pas quelle était sa condition statutaire à cette époque, hein, mais quand même de dénoncer tout ça dans les papiers, dans cette revue-là, elle a quand même du courage. Et dans le premier de ces 3 articles, elle dit d'abord la diversité et la complexité des racismes environnementaux et qui ne sont pas réductibles au seul privilège blanc, white privilege. Donc, elle insiste là-dessus parce qu'elle dit qu'il y a eu un échec. Elle est très critique vis-à-vis du mouvement de la justice environnementale aux États-Unis parce qu'elle dit qu'ils n'ont pas réussi à résorber les inégalités environnementales et raciales. Et elle dit que c'est en partie la responsabilité des théoriciens qui, à un moment, ont amené un concept qui a permis l'institutionnalisation d'une surveillance des racismes environnementaux, mais qui finalement a aussi été contre-productif. Parce que le concept de privilège blanc, il a été utile à la communauté des chercheurs et des chercheuses en justice environnementale pour formaliser le système qui pesait sur les répartitions des ressources. Mais pour autant, il n'a pas réussi ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas créé de malaise chez les Blancs. Il n'a pas créé de malaise. Non, mais moi, je suis un gentil blanc, je fais pas. Ou bien le racisme, c'est quand on essaie de privilégier les siens. Bon, somme toute, c'est normal hein, de privilégier ses proches. Puis on va essayer de lutter contre, mais finalement, ça déresponsabilise collectivement. Et elle propose autre chose, une autre notion, c'est la white supremacy, la suprématie blanche. On peut essayer de traduire par le concept de blanchité. Blanchité. Vraiment, c'est un terme qui est puissant, qui montre la construction sociale de cette domination, de ce rapport de domination dans l'environnement. Et elle va prendre un exemple, celui de la firme Exide. Alors Exide, bon voilà, hein, c'est une firme qui est installée, qui s'occupe de batteries. Et à côté de Los Angeles, il y a une petite ville, Vernon, qui est une ville qui est fortement industrialisée, qui abrite finalement très peu de personnes, mais autour, il y a quand même un grand nombre de personnes à faible revenu qui sont autour, et notamment latino-américaines, dans les villes qui entourent la ville de Vernon, où Exide se déploie. Et donc, elle prend ce cas et elle dit, voilà, Exide utilise 88 produits chimiques réglementés. 88, dont les plus dangereux sont le plomb et l'arsenic. Et elle montre que depuis 37 ans, Exide n'a jamais respecté les réglementations environnementales. Elle a toujours obtenu soit des dérogations, soit des rappels à l'ordre. Et puis, le constat, et depuis 2002, il y a les régulateurs, les instances qui régulent l'environnement, qui sont chargées de sa surveillance, et bien, un constat de graves violations tous les ans depuis 2002. Et quand il y a eu, quand les communautés, avec les églises, avec les politiques locaux, se mobilisent pour faire pression pour que cette installation, elle ferme et elle répare, et bien là, Exide ne se démonte pas et il va contester. Enfin, Exide va contester. Et ce que montre Laura Pulido, c'est que Exide ne peut pas dire qu'elle ne peut pas prétendre ignorer la loi et les règlements, elle les a réceptionnés. Et à chaque fois qu'elle réceptionne les citations, les contrôles, voilà, vous êtes hors la loi, etc. Mais à chaque fois, elle conteste. Et donc, Exide sait qu'elle pollue et qu'elle représente un risque majeur pour les riverains et les riveraines et l'environnement. Mais c'est un choix conscient de ne pas se conformer aux réglementations locales, nationales, fédérales, etc. Et en même temps, les agences de régulation n'ont pas non plus été en mesure de forcer Exide à se conformer. Et là, elle dit, c'est pas un cas de privilège blanc, c'est un cas de suprématie blanche. Et elle va le démontrer, elle dit que cette suprématie, elle va s'appuyer sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est la awareness, la conscience, c'est-à-dire qu'on persiste à agir contre le droit et la mise en conformité des activités industrielles. Et elle dit, voilà, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'animosité. On sait très bien qu'on fait du mal, mais on le fait quand même parce que le système le permet. Le deuxième facteur, le deuxième élément, c'est la prédation, la prise, taking.
Elle dit l'activité industrielle s'effectue au détriment des voisins des sites pollués qu'Exit s'approprie. Donc ce phénomène de prédation, d'appropriation, eh bien, se fait au détriment des fonctions élémentaires, vivre, se nourrir, exister. Et ça, les historiens en environnement français, comme Jean-Baptiste Pressos, ont bien montré en histoire, hein, comment les industries se développent, voilà, en sachant très bien qu'elles ont une prise et une emprise et un impact. Puis le troisième élément, c'est la supériorité raciale. C'est-à-dire que les vies des classes laborieuses, racisées, sont des consommables, expendables. Donc, et ça, c'est ces trois éléments fondamentaux de la suprématie blanche et de la prédation exercée par l'industrie. Donc ça, c'est dans ce premier article. Donc voilà, elle démontre ce concept-là et elle dit voilà, il faut arrêter avec le privilège blanc. Il faut parler de blanchité en fait, hein, de cette fonction capitaliste. C'est ce qu'elle va remettre en cause dans le second de ces articles en 2017. En 2017, il y a 2 articles qu'elle publie dans la même revue. C'est vraiment une série. Hein. Elle a posé les choses de manière vraiment sérieuse en prenant le temps de développer. Et dans le second de cet article, elle dit il faut arrêter de considérer l'État comme une force neutre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les luttes environnementales qui dénonçaient les racismes environnementaux se sont trompées de lutte. C'est-à-dire que de demander une amélioration des réglementations, de demander à ce que les normes soient meilleures, soient moins injustes, c'est contre-productif, puisqu'elle nous dit le racisme environnemental n'est pas un échec de la modernité et du capitalisme. C'est pas une erreur. C'est le fondement même, c'est le fonctionnement normal, routinier des économies capitalistes. S'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de capitalisme possible. Les économies de marché modernes sont censées produire des inégalités sociales, environnementales, raciales. Ça n'est pas un échec du marché. Et de théoriser ça, de le dire en montrant, voilà, elle parle du capitalisme racial, elle remonte sur les conditions de son déploiement, donc il faut aller voir son argumentation. Là, je n'ai pas vraiment le temps de le développer, mais c'est vraiment sa proposition. Et là, bon, alors elle n'est pas la seule à le dire, hein. Il y a d'autres auteurs de la justice environnementale critique, comme David Pillow, qui en parlent, mais elle dit que les auteurs et les autrices de la justice environnementale ne se sont pas suffisamment attachés à dénoncer ça, c'est-à-dire que l'État n'est pas une force neutre, il est celui qui construit l'impunité légale. Donc de chercher à améliorer des lois qui sont censées produire du racisme, c'est quand même un serpent qui se mord la queue, quoi. En créole, on dirait colle avec la crache, quoi. C'est-à-dire, on essaye de découper un bateau qui est en train de prendre l'eau avec une tasse, quoi. Ça n'a pas de sens. Et en 2017, fin 2017, elle va produire un autre article et là, elle va aller plus loin. Et là, pour moi, tout le sens sociologique de l'activité de cette géographie prend sens parce que là, elle va vraiment montrer la complexité des racismes environnementaux en regardant les mobilisations et en étudiant les revendications, notamment des Chicanos et des Chicanas. Elle va entreprendre de déconstruire les récits qui fondent les revendications. Et elle entreprend de critiquer la généralisation d'une pratique qui est de se revendiquer peuple autochtone pour légitimer son droit à occuper, à gérer un espace. Et qui conduit à penser que la justice que ces peuples réclament ne peut pas se penser en dehors de cette catégorie autochtone. Vous voyez, ça, je fais une boucle, on peut dire, voilà, c'est pas anodin que je me sois à un moment revendiquée autochtone, c'est une catégorie politique et aussi socialement construite que la race. Et elle va suivre les mobilisations de cette catégorie autochtone et elle va montrer finalement comment les Chicanos et les Chicanas finalement en viennent à évacuer les autres natifs de la solidarité. En revendiquant la catégorie autochtone pour eux-mêmes, eh bien, ils enlèvent. Alors, elle a une phrase qui est très belle, mais je ne sais pas si je vais la retrouver. Excusez-moi, la fatigue aide. Elle dit c'est une catégorie problématique parce qu'elle est construite à la fois sur un acte décolonial et colonisateur. C'est-à-dire elle dit que cette autochtonie,
elle nie que les Chicanos, à un moment, ont été s'installer sur des territoires qui étaient habités avant eux, etc. Donc, et elle montre finalement comment ça évacue certaines solidarités, ça ne permet pas de les penser. Et elle va vraiment interroger cette catégorie autochtone. Et elle va pointer, et là encore une fois, il faut saluer son courage, que le travail scientifique des chercheurs et des chercheuses y est pour quelque chose. Déjà, elle dit, la géographie états-unienne, elle est très blanche. Et du coup, quand on se saisit des revendications autochtones, on est toujours voilà, très anxieux, très frileux, voilà, il y a des choses à pas dire, il y a des choses, et puis finalement il y a une fabrique globale de l'ignorance scientifique sur ces sujets-là. Et elle dit, mais attention, je ne vous invite pas à y aller non plus à grand renfort de programmes de recherche, parce qu'il faut être extrêmement prudent avec ces revendications. Et voilà, elle interroge tout ça, et donc finalement, ça va me permettre de... je vais conclure après là-dessus, elle pose la question de l'autochtonie comme problématique lorsqu'elle est reconstruite, mythifiée dans les revendications qui sont portées contre les racismes environnementaux. Et là, elle cite le travail de Michael Young et de F. Tuck. C'est un petit bouquin qui est très, 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 très bien aussi, et qui dit finalement la décolonisation n'est pas compatible avec les luttes antiracistes, puisqu'elle ne résout pas la question de la rétrocession des terres. C'est pas parce qu'on a des luttes antiracistes qu'on est forcément décolonial. Et il faut aller regarder cette complexité des mobilisations pour comprendre ça. Donc, elle revient sur le poids de l'autochtonie, de sa construction politique et sociale. Et elle conclut sur toutes les questions qui sont laissées vides par une science, elle parle depuis la géographie, et qui ne peuvent pas être prises d'assaut par des chercheurs ou des chercheuses blanches, car ça nécessite un ensemble d'expériences, d'engagements pour y parvenir, sans avoir d'impact négatif sur les groupes qui sont déjà marginalisés. Donc je vais conclure là-dessus finalement, sur les problématiques qui sont embrassées finalement. Alors, il n'y a pas de yaka faucon, hein, ce sont des pistes. Quelles sont les problématiques à embrasser pour comprendre les racismes environnementaux? C'est déjà de pluraliser, de comprendre que c'est complexe dans leur genèse, dans leur déploiement, et aussi dans les luttes qui les dénoncent. Qu'il y a un phénomène de blanchité derrière toute activité industrielle, capitaliste, qui sont des formes de prédation. Donc ça n'est pas une erreur du système, c'est une condition du système. Qu'en plus, quatrième problématique, c'est que l'État, c'est le lieu qui fabrique l'impunité légale pour l'exploitation de la terre et des corps non blancs qui les peuplent. Et que même les revendications, les luttes portées pour, sont aussi des luttes blanches, et que la blanchité des écologies dominantes, lorsqu'elles vont se saisir de ces questions, elles vont aussi participer d'une forme d'ignorance sur les racismes environnementaux. Voilà, ça c'est l'ensemble des enjeux. J'espère ne pas avoir été trop longue ni dépasser le temps. Donc voilà. Je pense que, est-ce que si on garde le micro de Marie, est-ce que vous nous entendez On est dans la même pièce, enfin on est 4 dans la même pièce, ok super. Merci beaucoup Marie, c'est plein d'éléments hyper intéressants. Ça m'amène plein de choses aussi sur en fait, le lien avec les mouvements de justice climatique, en tout cas les mouvements qui se servent du droit pour traiter de sujets climatiques et environnementaux. Mais du coup, alors, donc je lance un peu là, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les, du coup, soit à prendre le micro directement ou à les écrire et on les lira et on pourra en discuter avec Marie. Donc voilà, mais peut-être le temps que les questions arrivent, je voulais partager quelque chose qui me fait directement le lien avec ce que tu as pu présenter par rapport à du coup nous nos travaux. J'enverrai la référence dans la discussion aussi. C'est un article que j'avais pu lire d'une avocate du coup états-unienne qui s'appelle Candice Youngblood, qui explique qui compare en fait la pratique du droit telle qu'elle peut être faite dans les mouvements écologistes aujourd'hui. Alors l'article est de, je sais plus l'année de l'article, je vous enverrai, mais en gros qui dit qu'il aurait le défaut de traduire les cas défendus en langage contentieux souvent très technique, qui considère un contentieux réussi comme une victoire finale, qui laisse finalement les communautés démunies après le litige.
alors que en fait, la pratique du droit d'un point de vue, qui pourrait être améliorée, qui pourrait être adaptée à des mouvements de justice environnementale, s'articulerait plus au niveau de la prestation de services juridiques au niveau local, avec donc 3 principes centraux, et je la cite: l'autonomisation du client, la représentation du groupe et le droit comme moyen et non comme fin. Et donc, ici, le contentieux, ça fait partie d'une stratégie plus globale, où en fait, le but, c'est pas juste une victoire symbolique, c'est vraiment de travailler avec les communautés, pour apporter un changement systémique qu'elles ont défini. Et alors, l'article le dit évidemment bien mieux que moi, donc je vous encourage à le lire, mais c'est aussi pour peut-être lancer un débat là sur qu'est-ce que ces réflexions-là doivent changer, peuvent changer dans nos conceptions et nos pratiques du droit. Voilà, c'est une question très très large, mais donc je ne sais pas si ça... Là, c'est plutôt un partage de ressources que je trouve intéressant pour faire le lien. Et je peux vous mettre aussi en lien un second article, pareil, intéressant et assez accessible, d'un exemple en fait de comment ça peut se traduire, le travail de juriste en faveur de la justice environnementale, d'une clinique juridique qui a travaillé avec une communauté impactée par un incinérateur, et donc comment ils ont justement adapté leur pratique du droit à ces conceptions de justice environnementale, pour tenter d'être dans une meilleure position, quoi. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais donc voilà, je vous mets les références. Est-ce que je ne sais pas si ça fait réagir déjà, ou s'il y a d'autres questions sur d'autres aspects qui ont été évoqués. Donc j'envoie les articles. Moi j'ai une question, du coup. Alors je pense que tu parles fort. Je vais parler fort. Tu as évoqué, merci beaucoup d'abord. C'est pour nous hyper important d'interroger ce qu'on fait, puisqu'on sait très bien qu'on peut le faire avec les meilleures intentions du monde. Ça vaut toujours la peine de se poser des questions et de se réinterroger en permanence. Donc ce cycle-là, côté justice environnementale, nous a continuellement permis d'ouvrir un certain nombre de chantiers. Après, on a aussi une question performative, opérationnelle. On fait du contentieux, on pratique le droit au quotidien, on fait aussi un certain nombre de recherches, mais je dirais que ce pan-là de recherche ou de rapport qu'on peut faire, il est moins dans le champ de ma question. Par rapport à ce que tu nous as dit de Laura Pulido et de son premier travail sur Exide, la pollution industrielle, et sa conclusion que tu nous restituais, qui était de dire que c'était pas un échec du système, mais le système lui-même qui reposait sur ce racisme-là, et que donc, par conséquent, la conclusion opérationnelle pour un acteur comme nous pourrait être de dire il ne sert à rien de demander à amender le système, mais donc je vais au-delà. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que toute lutte crédible avec cette grille de lecture-là ne pourrait qu'être celle du démantèlement du capitalisme. Est-ce que j'ai une bonne compréhension de ce que nous dit Laura Pulido? Oui. Ce qui du coup nous replace dans un débat qui est déjà un débat de philosophie économique classique entre réformisme et révolution, ou en tout cas refonte absolue du système. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé jusque-là? J'imagine que oui, c'est une fausse question, mais si tu peux peut-être y revenir plus longuement. Oui, bien sûr, que c'est ça qui est à l'origine, c'est la conclusion de Laura Pulido, mais c'est aussi celle de nombreux autres chercheurs et chercheuses. Lorsqu'on travaille sur une écologie décoloniale, sur les luttes antiracistes et de la justice environnementale, oui, on arrive à cette conclusion que finalement, c'est le système même qui repose sur cette injustice. C'est une injustice primordiale, qui fonde même le capitalisme, et que tant qu'on accepte le capitalisme, oui, amender quelques règlements,
on va pas atténuer grand-chose, quoi. Et, euh, et ça va même plus loin, parce que là, j'ai pas évoqué tout le champ théorique qui s'empare de l'injustice épistémique, c'est-à-dire la façon même de voir le monde, de le nommer, de produire des savoirs sur lui, d'extraire certains savoirs, de les effacer complètement, de les empêcher d'arriver. Eh bien, c'est quelque chose de plus global, à l'origine même aussi du capitalisme et de la formation des sciences telles qu'on les connaît, les sciences disciplinaires, les disciplines, la compréhension scientifique du monde, elles sont racines là-dedans, dans un découpage, dans une maîtrise de la nature. Je ne vais pas vous revenir sur le cogito, Descartes, machin, et compagnie, mais c'est quand même ça que contestent aujourd'hui les penseurs décoloniaux et les écologies décoloniales. Oui, il y a une injustice épistémique première, qui est que le monde n'est pas découpé tel que les sciences sont instrumentées pour le comprendre. Et quand on s'appuie sur le GIEC pour dire le climat est en train de changer, et qu'il y en a qui disent ils vont se saisir de ces savoirs-là, parce que pas de façon opportuniste, parce que c'est pas un terme qui est très, c'est un terme qui est un peu péjoratif, mais voilà, on se saisit de l'argument au vol, mais finalement. Moi, en tout cas, ce que je montre sur mon terrain, c'est que le climat, c'est un concept colonial, quoi. C'est bon, aujourd'hui, on nous demande d'arrêter de prendre l'avion parce que ça a un impact carbone. Ok, il n'y a que cet argument qui vous choque, en fait, dans le fait d'être venu produire des savoirs et de les extraire sur un territoire qui n'était pas le vôtre au départ. Il n'y a que ça qui choque. Donc, oui, c'est toute une vision du monde. Et c'était le sens de... Alors je pense que vous en avez entendu parler, de la revue Plurivers qui a été fondée par l'Observatoire Terre-Monde et un collectif au sein de cette association. Il visait à ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut refaire monde avec des visions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et dont certaines dominent, clairement. Et les données scientifiques sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui pour réaliser un certain nombre de consensus, comment est-ce qu'elles sont produites, sur quoi elles s'appuient comme conception du monde. Et du coup, toujours dans ma question un peu opérationnelle de tout ça, est-ce que là, dans le cadre d'une discussion très rapide, très brève, tu pourrais soulever les limites, par exemple, de la production scientifique du GIEC, tel que le climat est appréhendé? Oula, j'ai pas cette prétention et c'est un travail qui est utile en plus, donc je vais pas non plus scier la branche sur laquelle je suis pas assise, mais toute contribution est utile. Mais comme le disent les soulèvements de la Terre, parce que tu utilises ce terme de soulever, je pense que je le saisis aussi au vol, c'est quand même une remise en question du capitalisme de fait, quoi. Et c'est ce que montrent ces mouvements et que la lutte doit se faire partout où elle peut être pour mettre en branle ce système-là. Mais de toute façon, penser le droit comme un instrument pour résorber des inégalités raciales en environnement, c'est quelque part voué pas à l'échec, mais en tout cas, si on ne s'attaque pas à l'État comme le lieu qui est censé produire ces inégalités, oui, effectivement, ça peut être un sparadrap sur une fissure tellurique, quoi. Donc, c'est la tâche est immense, ou pas. Peut-être que là, je lisais un bouquin sur la joie qui est à remettre dans la lutte. Je pense qu'il faut la conserver, mais en étant quand même réaliste sur ce qu'il faut combattre. Et moi, quand je lis Laura Pulido, je me dis finalement, toute entreprise capitaliste industrielle serait à contester parce que de toute façon, elle s'appuie sur une production d'inégalités raciales et environnementales, de toutes les manières. Peu importe là où elle se produit, qui l'amène, de toute façon. Donc finalement, ça agrandit le champ des luttes, quoi. N'importe quelle entreprise qui ouvre et qui entreprend de créer, de produire avec des êtres humains des produits, en extrayant les produits de la terre, oui.
elle va produire des inégalités, des injustices environnementales fortes, notamment raciales. J'essaie de retrouver en même temps, ça me fait penser, oui, enfin, il y a pas mal de productions sur effectivement le fait que en fait, formuler des demandes à l'État pour réparer un problème qu'il crée lui-même, ce que tu disais, ça tourne, ça participe du même cercle. Et il y a pas mal de travaux qui se développent sur le fait de justement encourager des réparations au sein des communautés. Et je vais essayer de retrouver la référence d'un livre que Mathilde, qui est connectée, m'avait conseillé et a lu. Mathilde, je ne sais pas si tu l'auras, qui est mais dans le champ des violences sexistes et sexuelles, qui montre justement, alors c'est plus des mouvements qui tiennent de l'abolitionnisme pénal aussi, Oui. et qui montrent que, de nouvelles façons aussi de faire justice, ou en tout cas de réinterroger cet usage de la justice, cette pratique de la justice. Alors, je sais plus, j'ai plus le nom on va retrouver le nom du livre, mais et l'article que j'ai partagé juste avant sur voilà, donc, non, alors c'est pas de Catherine Milas-Kaiman tient de ça, en fait, des community-based reparations. C'est des demandes qui, du coup, en fait, elles sont intégrées aux communautés elles-mêmes et aux soins qu'elles apportent, sans pour autant sans pour autant laisser tranquilles les acteurs responsables de ces inégalités. Mais voilà, c'est juste un peu un changement de paradigme par rapport à ces pratiques du droit. Et donc voilà, le livre, merci Mathilde, s'appelle Faire justice de Elsa Deck-Marceau. Sur la justice réparatrice, restaurative. Et donc ça me... Oui, effectivement, c'est un bouquin qui parle de c'est militante, qui parle de cette façon, ces nouvelles façons de rendre justice, abolitionnistes notamment, et les écologies marrons que j'observe au quotidien, avec lesquels je vis, parce que c'est des collectifs que je rencontre, qui sont sur le territoire où je suis née, donc je suis à leur contact. Eh bien, elles cherchent ça, c'est-à-dire que c'est la réparation, là, et cette réparation, elle se fait en incluant, en rendant la terre, et pas en la mettant en réserve. Et je parle depuis un territoire où 40% du territoire est mis en réserve, des forêts, je parle des terrestres, 75 quand on va compter l'aire d'adhésion. Je ne parle pas des lagons, je parle voilà, donc est-ce que ce sont des instruments politiques qui vont permettre une plus grande justice environnementale? Ces collectifs-là disent exactement l'inverse, quoi. Tant que l'on ne rend pas la terre aux gens qui l'habitent, qui sont les plus à même d'en prendre soin. Oui. Perrine disait merci pour cette présentation. Je n'ai pas de questions étant trop peu familière de ces sujets, mais je pense que voilà, tout ça, ça participe à effectivement poser plein de questions et réinterroger surtout nos pratiques et nos conceptions et voir en tout cas comment on peut... Alors effectivement, notre affaire à tous et beaucoup des actions qu'on porte se font quand même dans cette lignée du cadre actuel, du cadre existant, même si on a vocation à élargir ce cadre-là, c'est des actions qui se font quand même dans ce cadre de l'état de droit aussi. Et donc voilà, en tout cas, de ne pas se satisfaire peut-être de ça et de évidemment poursuivre ces actions tout en réinterrogeant nos pratiques pour les faire évoluer quand c'est possible. Et notamment, je parle d'une campagne dont on a déjà parlé dans le cadre de ce cycle, puisque c'est une des campagnes qu'on a construit quand même, qu'on essaye de construire en tout cas à partir de ces réflexions-là, qui est la campagne Soif de justice, qui s'intéresse à l'accès à l'eau potable dans les territoires ultramarins, mais principalement à Mayotte et en Guadeloupe. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on travaille différemment sur ces questions-là pour, en fait, réintégrer, bref, je sais, j'ai pas forcément de conclusion sur tout ça, mais c'est des ressources qui sont vraiment hyper précieuses pour essayer d'imaginer autre chose, quoi. Et effectivement, de ne pas retomber dans ce système de, en fait, on met des pansements sur des choses qui sont tellement plus grandes. Mais,
Ouais, je pense que si je suis consciente que quand on lit tout, quand on prend connaissance de ces travaux, on peut être un peu défaitiste et se dire finalement c'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Ou on peut se dire que c'est le colibri, quoi. Ou bien encore, on peut se dire je pense qu'il y a un des enseignements principaux du travail dont vous pourriez vous saisir ici à Nantes, notamment dans le travail de Laura Polido, c'est celui sur la blanchité, en fait, et les écologies qui dominent. C'est-à-dire que la façon de vouloir protéger l'environnement, le défendre, eh bien, est traversée par des choses qui ne sont pas visibles et qui sont pas ressenties forcément de prime abord. Et moi, je vois des jeunes écologistes qui arrivent à La Réunion plein de bonne volonté. On va aller défendre les forêts, on va aller défendre les projets prédateurs, et que c'est des grands projets inutiles. Et ils se disent, ouais, mais les gens sont pas là, on vient lutter pour eux, mais ils sont pas là. Je pense que déjà, voilà, de remettre en question ce positionnement en se disant, bon, il y a, il y a des rapports de domination dans le rapport à la Terre. On prend en conscience et pour lutter avec les personnes et pas pour elles, quoi. Parce que ce sont elles qui vivent sur les territoires, elles qui vivent auprès de cette terre mise en ressources, hein, parce que même les mots qu'on utilise, eh ben, ils trahissent une vision. On parle de ressources naturelles, d'eau comme ressource. L'eau l'eau de la mer, notamment à Mayotte, elle a toute une symbolique énorme et une symbolique spirituelle très grande. L'eau potable également. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et comment est-ce qu'on le prend en compte quand on n'est pas né là, quand on ne connaît pas le territoire sur lequel on va lutter avec les personnes? Je pense que déjà, c'est un premier sas, quoi. Une forme de pédiluve, quoi. Pour pas faire plus de mal qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est à moitié. Enfin, ça va terminer par une question, mais c'est aussi dans le côté réflexion. Parce qu'effectivement, à t'entendre, du coup, on se dit, ah bah mince, est-ce que finalement, en étant chez Notre Affaire à tous, on est au bon endroit pour lutter aussi ou pour intégrer ces questions? Parce que par définition, on va utiliser le droit existant. Et donc, on part de l'existant, mais on ne le remet pas foncièrement en question. On essaye de l'interpréter de manière ambitieuse, mais avec les limites en termes d'ambition. Du coup, sur les trucs que je me suis noté un peu moins déprimants et puis des questions à la fin, c'est que déjà, effectivement, peut-être ce travail aussi de réflexion et d'intégration de la question des discriminations, des racismes environnementaux. Déjà, en fait, c'est déjà l'étape 1 dont tu parlais, c'est comment on fait en sorte de montrer que ça existe, alors avec tous les critères que tu as définis pour le faire de manière intelligente, en essayant de ne pas sous-estimer les difficultés que ça pose, mais déjà montrer que c'est pas une question de racisme individuel, mais qu'il y a quelque chose de systémique là-dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose on le voit au quotidien, et pas du tout acquis et pas sans difficulté à montrer. Le deuxième aspect, peut-être où on participe à ça avec toutes les limites que le levier du droit peut avoir, c'est on va travailler beaucoup, que ce soit l'antenne lyonnaise ou d'autres sur la question justement, là il y a le grand discours sur les industries vertes. Et donc nous, on va le contester sur des points de droit particuliers, mais peut-être voilà, dans le côté un peu antidéprimant, c'est aussi de montrer que même quand on perd, en fait, ça démontre quelque chose. C'est-à-dire que ces entreprises, elles n'ont pas forcément envie de s'y conformer, donc il y a quelque chose de systémique, d'intégré dans leur modèle du fait enfin en tout cas que ces pollutions, elles sont intégrées et que c'est pas juste accidentel ou une question de volonté de corriger ça. Donc même parfois quand on perd, ça peut être en fait une arme positive pour démontrer des choses, etc. Et ça, j'ai l'impression qu'on essaie de le faire de plus en plus, qu'on faisait un peu au départ parce qu'on n'est pas expert de toutes les thématiques qu'on essaie d'aborder, mais qu'on essaie de faire de plus en plus, et j'espère qu'on le fera encore beaucoup à l'avenir, c'est d'essayer de le faire avec des personnes qui sont concernées, impactées, et donc de ne pas avoir
finalement de partir bien en tête avec notre propre prisme qui, comme tu l'as dit, en fait, est propre à plein de choses qui font, en fait, voilà, qui nous mettent des œillères dont on n'est pas forcément conscient. Et donc, comme le travail que l'antenne lyonnaise fait aussi, de le faire avec les habitants autour de ces industries, etc., voilà, ça permet aussi de se dire comment finalement nos combats communs peuvent aussi se nourrir et peut-être qu'on arrivera à contester des choses de manière plus ambitieuse aussi dans voilà, une contestation, on va dire, à l'intérieur du système. Et ma question qui n'a rien à voir avec ces petits brides d'antidépresseurs que je vais essayer de garder avec moi aussi là-dessus, c'est parce que je trouve ça important, parce que c'est difficile d'enlever aussi ces lunettes-là. Quand tu dis le climat est un concept colonial, est-ce que c'est de dire si on résout la crise climatique, en fait, on n'a rien résolu du tout et il reste des problèmes environnementaux, sociaux, économiques qui perdurent et que le climat a été construit aussi pour... Enfin, le concept de climat, d'une certaine manière, nous oblige à nous focaliser sur une toute petite partie du problème ou est-ce que c'était autre chose que tu entendais par là? Parce que ça, je trouve ça vraiment important que peut-être les gens qui nous écoutent ou nous écouteront sur la rediffusion gardent aussi voilà, cette réponse en tête parce que pour le coup, elle influence tout ce qu'on fait. Alors, j'aime bien la métaphore des lunettes que tu as utilisées, parce que c'est pas des lunettes en vrai, c'est des lentilles. Ok, donc t'enlèves pas une lentille à quelqu'un. Il se l'enlève, mais tu l'enlèves pas à sa place. Donc c'est un acte qui est propre à chacun. C'est un acte qui est éduqué, dont on démontre certes la construction sociale, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire à ta place. Non, on n'enlève pas des lunettes, on les pose pas. D'accord ? Ce sont des vraies lentilles. Et du coup, ça me permet quand je dis le climat, c'est aussi à certains endroits un concept colonial. En fait, l'idée derrière, c'est que le colonial des uns et des unes n'est pas le colonial des autres. D'accord ? Donc, ce qui est colonial à un endroit, c'est pas gagné que ce soit à l'autre endroit, ce soit la même chose. C'est très complexe, ces rapports de domination, c'est situé. Alors, bien sûr qu'il y a des phénomènes globaux, universels, voilà, des rapports de grandes firmes, grandes politiques extractives, etc. Mais sur place, tel que ça s'organise, tel que ça ne s'organise pas, tel que c'est invisibilité, ça c'est très spécifique, c'est très complexe. Et du coup, ça m'amène à dire que le climat tel que moi je le vois finalement, c'est même pas un petit aspect du rapport de domination, c'est que il est construit sur la base d'une vision du monde qui est coloniale. Parler de climat et d'enjeux climatiques sur une terre qui a été ravagée, qui a été exploitée, qu'on continue d'exploiter, quel sens ça a en fait? De dire attention, maintenant il va falloir vous préparer aux risques majeurs parce que le climat change. Ouais, mais en vrai, les gens, les savoirs, ils disparaissent, ils n'ont pas le droit de participer, leur terre ne porte même pas le nom ils n'ont même pas d'existence légitime sur leur terre. Donc, quel sens ça a finalement? Donc, effectivement, à certains endroits, parler de climat, c'est parler qu'une seule partie du problème, et pas du tout du reste, mais c'est aussi une petite partie du problème qui s'appuie sur une certaine vision du monde. Et dans quelle mesure on laisse la place aux autres visions du monde. C'est même pas laisser la place, quoi. C'est-à-dire, c'est comme le féminisme, quoi. Il suffit pas d'agrandir la table ou de laisser la place aux femmes, quoi. Non, c'est le système, c'est le patriarcat. Et le patriarcat, il n'est jamais bienveillant, quoi. Donc, je veux dire, ce dont on parle sur les racismes environnementaux, je pense que des fois, je le déplace notamment sur le féminisme, parce que les luttes féministes, on a un peu plus percé aujourd'hui. Il y a des choses qui vous paraissent évidentes à vous, femmes qui êtes nées là-dedans, voilà, ça vous paraît incongru, mais voilà, quand on parle de racisme, bientôt, peut-être, espérons, quelques décennies, ça sera passé et on se rendra compte des évidences qu'on n'a pas voulu remettre en question aujourd'hui, quoi. Notamment avec le climat. Super intéressant. Non, mais je trouve ça finalement plus stimulant que déprimant. Merci. Je suis un peu de Prozac, allons. Non, mais
Enfin, ouais, enfin, bref, j'espère que ça a fait le même effet aux personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Je crois j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Valérie a partagé une autre référence, Razmik Cheyan. Mais voilà, s'il y a une dernière question ou réflexion, n'hésitez pas, on peut rester encore 2 minutes. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie pour tous ces apports, tous ces questionnements et ces références à d'autres travaux qu'on peut aller approfondir ensuite. En attendant, j'en profite pour dire que la prochaine Académie Notre Affaire à tous sera le 25 février sur la question de la quantification du préjudice écologique, donc une question un peu différente, et notamment, donc ce sera maître Isabelle Vergnoux qui viendra nous parler, qui est l'avocate basée à Marseille, qui a obtenu une jurisprudence récente avec un préjudice écologique établi à je ne sais plus, 80 000 euros. Enfin, voilà. Et donc on parlera de comment est-ce qu'on peut quantifier ces choses-là. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions ou réflexions. Donc tout le monde doit être dans le même état d'esprit que nous. Merci beaucoup Marie en tout cas pour ta présence aujourd'hui. Et puis je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée.